Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Quand la Commission européenne fait preuve de volontarisme politique, cela doit être souligné. Afin de lutter contre le repli sur soi et la montée des égoïsmes nationaux, la Commission a pour projet d'offrir un pass Interrail à chaque Européen fêtant ses 18 ans. Le pass Interrail permet de voyager à volonté sur tout le réseau ferroviaire, et cela pour une durée indéterminée. L'objectif est d'encourager la jeunesse à découvrir le patrimoine culturel voisin et à tisser des liens d'amitié par-delà les frontières. Quand la Commission européenne décide de sortir de la politique technocratique, cela doit certes s'encourager, mais surtout doit être souligné. Les titres de votre 20h. De quoi Trump est-il le nom? C'est le regard du 20h avec les journalistes Marie-Joseph Harry-Guélandine et Sébastien Pisagne. Artistes plasticiens, ils nous proposent un voyage entre plusieurs mondes. Élie Christiane est l'invité événement de votre 20h. Bonsoir mon cher Élie. Bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Pendant le 20h. Moi aussi, d'être là. Votre expo là-bas avec le FRAC se poursuit jusqu'au 17 octobre et vous nous proposez un ensemble de pièces importantes de votre parcours, des plus récentes, produites pour l'occasion, aux plus anciennes, une trentaine d'œuvres pour voyager dans votre monde, Élie Christiane. Oui, dans mon monde ou dans le monde de là-bas, puisque là-bas, c'est une sorte d'espace de construction qui nous renvoie soit à nos projets, soit à nos espoirs, et qui, surtout, moi, me renvoie à une situation que j'avais rencontrée il y a une quinzaine d'années en Roumanie, de gens qui priaient dans une structure vide, une sorte de squelette de maison, structure de bois, pas de toit, pas de mur, des gens serrés les uns contre les autres. Ça m'avait ému de voir ça dans la campagne. J'avais fait une photo, ces gens de dos. Et grâce à cette expo, j'ai pu reproduire exactement cette structure de bois, mettre une caméra un peu cachée, et les gens qui rentrent, soit pour s'amuser, fumer une cigarette ou n'importe quoi, qu'on voit à l'intérieur de l'expo, renvoie ce qui serait peut-être sacré dans le quotidien. Alors qu'est-ce que disent ces œuvres, Élie Christiane, de notre temps, de notre époque ? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle dirait ce que... Moi, d'abord, je me considère comme une sorte d'artiste classique. Sorte d'idée que l'art court toujours après la représentation. C'est-à-dire que dans le sens où représenter, c'est rendre à nouveau présent. Et que finalement, si la télévision marche bien, par exemple, c'est parce qu'il y a ce vertige du direct, du moment, de partager un moment en même temps que l'autre. L'autre qu'on ne connaît pas, qui est plus loin, etc. L'art, ce serait que ça. Ce serait saisir ce présent qui nous échappe. Et dans mon travail, il n'y aurait que ça, saisir ce qui échappe. Donc pas de forme vraiment finie. C'est juste saisir un petit moment. Le moment présent, presque. C'est ça. Ouais. Ce présent qu'on n'arrive pas... Ou par exemple, une forme complètement finie, magnifique, jolie, séduisante, ça n'existe pas dans mon travail. Parce que pour moi, ce serait la suprême illusion qu'on n'est pas mortel, que c'est magnifique, que tout va bien, etc. Donc mon travail porte sur des choses qui sont tout le temps en mouvement, qui sont... quand cette expo sera démontée, par exemple, les œuvres qui vont revenir dans mon atelier feront l'objet d'autres travaux, d'autres transformations. Oui, vous dites votre travail, votre processus créatif, il y a une dimension intemporelle, je peux le dire ainsi, ou en tout cas vous questionnez la mémoire, notre mémoire collective, la mémoire collective insulaire. D'une certaine façon. Il y a surtout, par exemple, le constat du monde de travail, des choses qui se transforment et qui s'usent, qui gardent les traces d'une activité, que ce soit le monde insulaire ou autre. Il y a 2 pièces, par exemple, que j'ai réalisées en Grèce, il y a une dizaine d'années, qui sont la reconstitution de l'usure de pédales de piano. Et c'est ce qu'il faut de bronze pour faire 75 ans de musique.
Marie-Josée Harry-Landine, une des journalistes de l'équipe de Pendant le 20h, qui va nous rejoindre pour le débat, me disait, concernant votre travail, que vous vous intéressiez vraiment à la trace, à cette idée de la trace en art. Oui, mais c'est pas... Alors, bien sûr, il y a énormément de pièces qui ont à voir avec ça. Mais la trace, c'est pas juste pour sorte de nostalgie de ce qu'il y a eu à un moment donné. C'est pas vraiment ça dont je voudrais parler. C'est plutôt l'idée que cette trace, elle va nous... C'est comme une photographie d'un moment donné. Il y a eu du temps avant pour la réaliser. Et en fait, ce espèce de compte ne ferait que... C'est pas l'addition. Ça va continuer à compter. Quand je vous demandais au début de notre entretien ce que disait votre travail, vos œuvres sur notre temps. Alors je connais un petit peu votre travail, Élie Christiane. J'ai eu l'occasion, vous m'avez envoyé les pictos que l'on voit à l'écran d'ailleurs, Paul Lucien, notre réalisateur, le boss de l'émission L'Aimer à l'image en même temps que nous parlons. C'est que j'ai le sentiment tout de même, Élie Christiane, qu'il y a chez vous le désir, la volonté de piquer tout de même l'opinion publique sur des questions importantes. Cette idée que l'art doit questionner la société en mouvement, c'est ce qui vous anime encore aujourd'hui ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des choses qui touchent par exemple au rituel funéraire. Alors ça, effectivement, on peut dire, il y a quelque chose qui serait... Alors je ne veux pas dire de l'ordre de la provocation, parce que je n'ai jamais, par exemple, le moindre souci, la moindre préméditation de ce côté-là. Moi, je pars d'une idée extrêmement simple. Par exemple, que je savais que les Chinois mettaient la cendre d'os dans les émaux. J'avais ce savoir de céramiste. Sur mon projet de sculpture, je me suis dit, puisque la cendre fond, la cendre animale, la cendre d'os fond, on peut la voir en 3D, on peut la voir dans une forme. Donc j'ai commencé à fondre des os, puisqu'à Coutoli, on avait un incinérateur de déchets animaux. Cette cendre m'a servi à ça. Il n'y avait pas du tout l'idée de dire, tiens, est-ce que je vois une personne, je vois un animal, si je la fais fondre... Ça veut dire que c'est de l'ordre de l'instinct ? Non, c'est à la fois de l'ordre du savoir, de choses extrêmement simples. Et l'idée que, petit à petit, qu'on avait une part minérale du monde en nous, et de voir cette part minérale prend complètement le dessus par rapport à l'idée qu'on pourrait transformer le rituel funéraire. Alors là-bas, je l'ai dit, il y a de nombreuses pièces passées, même des pièces que vous avez faites exclusivement pour cette expo-là. Si l'on a évoqué ce que disait votre travail sur notre temps, qu'est-ce que dit cette exposition là-bas jusqu'au 17 octobre au FRAC à Corté de votre personnalité, Élie Christiane ? Oui, alors là, ça aborde quelque chose qui pour moi n'est pas simple, dans la mesure où souvent je me dis que l'art consiste dans le fond, à n'être que ce qu'on est. On ne peut pas échapper à ce qu'on est, mais en même temps, je n'aime pas que dans les œuvres, on devine quoi que ce soit de l'auteur. Il y a cette distance, vous mettez cette distance ? Alors, c'est pas que je la mets volontairement, je pense que ce qu'on a en commun, c'est vraiment un minimum de choses, et c'est ce minimum qui m'intéresse. C'est pas le côté ni psychologique, ni affectif, ni historique. Pourtant, dans mon travail, il y a des choses qui sont complètement liées à mon histoire. Là-bas, c'est lié à mon histoire. La sensation que la Corse, c'est un là-bas. C'est un ailleurs. C'est un ailleurs. Que dans ma famille, l'ailleurs a toujours été une référence. Donc il y a des choses qui sont effectivement très personnelles, mais qui ne... Je ne sais pas si elles sont perceptibles dans mes œuvres. On laissera aux téléspectateurs le soin d'en juger. Là-bas, c'est jusqu'au 17 octobre, au FRAC à Corté. C'est fortement conseillé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Nous connaissons le travail d'Élie Christiane et il faut le découvrir. Merci beaucoup, mon cher Élie, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Chaque soir, nous essayons de décrypter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Une stories, vous ne savez pas ce que c'est ? Eh bien, Audrey Tortel va nous l'expliquer dans sa séquence Pop Culture.
Bonsoir ma chère Audrey. Bonsoir Philippe. Alors, je sais que chaque fois, je te fais le coup d'arriver avec mon téléphone. Oui. Mais c'est pour les réseaux Ah d'accord, c'est sociaux. pour la story. Donc On va faire une story. Alors, attention. Donc on va mettre. Hein. Alors, je suis avec Philippe Martinette et Salut, on est en coucou. plein enregistrement de l'émission pendant 20h. Et là, le réalisateur est en train de souffler dans mon oreille. Voilà. Mais dépêchez-vous. Donc, je vais me rasseoir. Soyez toujours là sur France 3 Corse via Astel à partir de 20h. Bisous. Voilà. Très bien. Alors super, Voilà. ma chère Audrey. C'est quoi une stories Eh ben, c'est ce qu'on vient de- concrètement? c'est ce qu'on vient de Voilà. faire. Voilà, au revoir. Non, c'est ce qu'on vient de faire. Alors concrètement, tout simplement, si on va développer un petit peu, forcément. Je t'en prie. Bon, T'es là pour ça. Je suis là pour ça. Ce sont des très courtes vidéos. Où on se filme tout simplement durant l'instant T, on filme le moment, la story, donc de ce qu'on est en train de faire. C'est une des principales fonctionnalités de l'application Snapchat et depuis peu, c'est-à-dire depuis août dernier, Instagram s'y est mise aussi. Oui, alors j'ai un compte Instagram. Ah oui, je sais. tu Je sais, je oui, like régulièrement. Je sais. En bon employé C'est que toi je suis. donc qui like mes photos sur Instagram. Mais je sais qu'on peut également partager des vidéos sur Instagram. Ah oui, on peut partager des vidéos, mais il y a une différence entre vidéo et stories. La particularité d'une story, c'est sa durée de vie très courte, 24 heures, pas plus. Et après, tel le message dans Mission Impossible, la story s'autodétruit. Alors même si en réalité, on est dans quelque chose d'éphémère, mais on peut toujours enregistrer dans son smartphone, dans ses documents, on peut enregistrer la story. Et d'ailleurs, Snapchat a mis en place, là aussi depuis cet été, la fonction Memories. Donc en fait, on peut archiver ces snaps. Elles sont alors classées par mots-clés ou C'est-à-dire par que période. Instagram veut concurrencer Snapchat, c'est ça? Oui, bah, tu as tout compris, hein, effectivement. Instagram sert avant tout à partager des photos, là aussi majoritairement prises sur le moment. Mais la concurrence est logique, puisque, tu le sais, Instagram a été racheté par Facebook et Snapchat, par contre, lui, a refusé d'être racheté par ce dernier. Du coup, c'est en toute logique qu'Instagram, qui appartient au groupe Facebook, a décidé de surfer sur une des fonctionnalités qui fait un véritable buzz, comme on dit en ce moment, c'est le phénomène. Donc l'objectif d'Instagram, il est double, c'est-à-dire surfer sur ce terrain, puisque ça rapporte, et aussi rajeunir un petit peu son public. Ouais. Puisque, bon, il y a des jeunes, c'est sûr, regarde toi et moi sur Instagram, mais pas que. Oui, Alors pas que que. c'est d'emblée le cas sur Snapchat, puisque c'est avant tout une application dédiée aux jeunes, c'est-à-dire aux 15-18 ans. Alors les stories sont-ils finalement un indicateur de notre temps? Oui, comme souvent, hein, je parle de quelque chose de superficiel, Oui, mais et tu ça ne l'est ramènes, pas. Hein, voilà. Et oui, cela montre en quoi notre rapport à la mise en scène aussi de soi a changé. Le selfie était déjà une étape. Là, on en franchit une autre avec Oui. la story, puisque par définition, vidéo, donc image en mouvement, on se met donc logiquement encore plus en scène que dans une simple photo. Et tous ceux qui ont Instagram ou qui sont sur Snapchat ou qui sont sur les deux, eh bien finissent par s'y mettre. Tu vois, si tu ne fais pas encore des stories, Ouais, un jour tu vas y arriver. Je vais m'y mettre. Dis-moi, est-ce que les vidéos que l'on met sur notamment sur ces stories que nous faisons, elles sont de plus en plus courtes? Oui. Comment ça se passe? Alors oui, déjà, juste les stars s'y mettent de plus en plus. Hein, par exemple, Arnold Schwarzenegger, que tu aimes Schwarzy. beaucoup. Oui, Voilà. bien sûr, je suis Et fan. oui, ça sert à les rendre cool. J'aurais adoré être un expandable. C'est peut-être pas trop tard. Ça se voit pas. mais- Ouais. Ça sert à les rendre cool, comme je te disais, à les rendre humains, à se dire voilà, qu'on vraiment, on est un petit peu comme eux. Et comme tu viens de le dire, effectivement, on est de plus en plus dans une hyper immédiateté de l'instant. C'est-à-dire que on est dans une ère de l'éphémère plutôt que du pérenne. La temporalité sur les réseaux sociaux n'est pas la même que dans la réalité. Il faut aller de plus en plus vite. Les stories en sont un parfait exemple. Et en même temps, c'est logique, puisque le principe des réseaux sociaux, ça repose sur l'instantanéité. Ça veut dire qu'il faut faire comme Arnold? Il faut qu'on s'y mette. Et oui. D'ailleurs, j'en ai fait une, hein, comme tu l'as vu, une juste avant. Et pour justement terminer avec Schwarzenegger, eh bien, je te dis hasta la vista, baby, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, ma chère Audrey. Merci à toi, À la semaine Philippe. prochaine. Trump est l'un des personnages qui animent le plus les médias actuellement, notamment les réseaux sociaux, les médias planétaires. L'élection présidentielle est la plus suivie au monde. Certains éditorialistes parlent d'élection planétaire. Nous nous sommes intéressés à Donald Trump. La question de votre 20h, de quoi Trump est-il le nom? Les journalistes Marie-Joseph Harry-Guélandine et Sébastien Pisagne débattent. J'ai du mal quand je parle de Trump. Vous avez vu, Oui, déjà, il y a une Trump. Il y a de l'émotion, je suis ému quand je parle de Donald on vous Trump. comprend. Vous avez suivi le débat il y a 2 jours. On a suivi les Trump, meilleurs moments. Clinton, C'était hein. un peu, Oui, c'était on un a peu longué, attendu cette les- affaire-là. voilà. Alors paraît-il, c'était le pire débat de l'histoire des élections américaines. C'est ce volait que les pas très commentateurs nous ont dit, Alors est-ce effectivement. dû à Donald Trump? C'est pour ça que nous proposons un débat ce soir. Alors, c'est pas qu'on va s'intéresser forcément à la personnalité de Donald Trump, mais à ce qu'il représente, d'où
cette question. De quoi Trump est-il le nom ? Sébastien. Ah bah écoutez, si je vous dis populisme, forcément j'enfonce des portes ouvertes. Un populisme qui, à force de gonfler, eh bien je crois est pas loin d'exploser telle une baudruche. Moi ça me fait penser un peu à une fable de La Fontaine. Hein. Vous savez l'histoire de la grenouille avec le bœuf là qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. Alors sauf que là c'est pas le bœuf là, hein, c'est l'éléphant, le symbole hein, du parti républicain. Parce que mine de rien, ce populisme qui est quand même alimenté par tout un tas de dérapages dont on a la sensation qu'ils sont de moins en moins contrôlés. Surtout depuis une certaine vidéo dont il était question encore récemment, vidéo éminemment sexiste. Vieille de 10 ans. Alors là, nos amis républicains sont désormais, je crois, très très inquiets. C'est même pas tant la défaite de Trump qui les inquiète que leur place demain au Congrès. Voilà où ce populisme peut mener demain un camp, en l'occurrence les républicains demain aux États-Unis. Alors quand on pose cette question de quoi Trump est-il le nom, évidemment, c'est pour essayer de comprendre ce que représente la pensée, si tant est qu'il y en ait une, de Donald Trump aujourd'hui. Marie-Jo. Oui, c'est tenté qu'il y en ait une. Bon, c'est vrai que le problème chez Trump, c'est qu'évidemment, il surfe sur les peurs, il surfe sur la mondialisation, il surfe sur tout un tas de sujets qui intéressent vraiment l'Amérique. Et c'est un peu... il part du principe, j'ai l'impression que c'est le dernier qui a parlé qui a raison, donc il dit un peu tout et n'importe quoi, il peut se contredire hein, lui-même aussi, il n'y a pas tellement de soucis là-dessus. Et c'est assez ambigu, donc il y a effectivement ce côté populiste, en même temps... Il n'est pas vraiment du petit peuple, hein, il est plutôt du côté des élites, enfin en tout cas du point de vue pécuniaire et puis du point de vue intellectuel, il a fait des études aussi. Donc ça c'est un petit peu bizarre. Donc il y a le conservatisme, ça c'est évident, c'est quelqu'un qui est le conservatisme, qui incarne le conservatisme. Et puis la sécurité nationale aussi évidemment qui est son grand moteur. Donc je pense qu'il se fait vraiment l'image de ce genre de thème. Alors, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, la pensée de Donald Trump, elle n'est pas récente. Hein. Il y a cette vieille, on s'intéresse beaucoup à la rhétorique dans cette émission, vous le savez, il y a cette vieille rhétorique conservatrice qui clive les uns contre les autres. Je parlais d'égoïsmes nationaux il y a quelque temps, nous en parlions sur ce plateau. Là aussi, ça joue sur les égoïsmes nationaux. Je pense aux années 50, aux États-Unis, McCarthy utilisait les mêmes mots, la même rhétorique que Donald Trump. C'est pas récent. Hein. Non, c'est vrai, sauf qu'à l'époque de McCarthy, il y avait une idéologie ennemie, en l'occurrence le communisme. Bon, alors là, c'est vrai qu'on est dans un paradigme assez différent. Moi, ce qui m'impressionne surtout, oui, c'est cette manière de jouer sur les peurs. Alors vis-à-vis de l'extérieur, les peurs aussi désormais intérieures. Puis attention. Moi, je n'aime pas trop la stigmatisation qui se joue autour de l'électorat Trump, parce que, mine de rien, il y a des gens qui le suivent, il y a une part très conservatrice, mais il y a énormément de gens, aujourd'hui, qui se sentent laissés pour compte. Alors, ce qui est quand même assez amusant, c'est de voir ce type milliardaire devenir le candidat de l'anti-système. Mais il faut bien voir qu'effectivement, aux États-Unis comme ailleurs, on va peut-être avoir l'occasion d'en parler, effectivement, le système a donné la sensation de laisser totalement sur le bord de la route une part importante de la population, alors là, en l'occurrence des États-Unis. Alors, mais vous sentez venir le vent du repli identitaire, on parle de Trump, on parle même de trumpisation des esprits, pas qu'aux États-Unis, ici en Europe, un peu partout dans le monde. Regardez les élections récentes en Hongrie, en Flandre, en Finlande, où ce repli identitaire était l'un des thèmes principaux. Le Brexit, hein. Regardez le Brexit, c'est l'une des conséquences de ce populisme. Et que si vous vous intéressez aux élections qui doivent avoir lieu, je crois, en 2017 aux Pays-Bas, c'est impressionnant. Hein. Le programme de l'un des principaux leaders, il tient sur une petite feuille A4. On arrête totalement l'immigration, désislamisation de la société, on baisse les impôts. Voilà comment ça s'écrit aujourd'hui, la politique. Ça dit quoi, ce repli identitaire, cette société de plus en plus clivante sur nos sociétés contemporaines? C'est ça la question. C'est là où il y a quand même effectivement, à mon avis, des points communs avec McCarthy. C'est qu'effectivement, à cette époque-là, c'était le communisme. On est d'accord, c'est une idéologie. Mais le communisme était donc responsable de tous les maux. On cherchait des communistes partout, des espions partout. Et finalement, le communiste était le bouc émissaire. Il y a toujours un responsable. Avec Trump, c'est vrai que ce ne sont pas les communistes, mais c'est tout le monde. Les Mexicains, les Français aussi. Les Français, les islamistes, évidemment. Donc il y a toujours aussi cette espèce de manière de chercher un responsable, un bouc émissaire. Et ça, il y a vraiment des points communs qui sont assez évidents. Et il se
trouve que, pareil sur l'Europe, à chaque fois qu'on voit populisme, d'ailleurs je me suis amusée à tapoter populisme, on nous fait ressortir que des partis néo-nazis pratiquement. Ouais. Donc il y a quand même cette espèce de préférence nationale, de repli effectivement sur soi-même dont vous parliez, et qui est là pour s'opposer à la mondialisation. Il séduit bien entendu les gens qui ont été... Pour moi, ça dit aussi beaucoup de démocratie en crise. Concrètement. Et c'est pour ça que finalement, des États-Unis à la vieille Europe, on retrouve la même problématique. Sans remonter trop loin, je pense, disons peut-être que depuis le XVIIIe siècle, il y avait une certaine idée qui était celle du progrès, qui portait quand même la société dans une aventure collective. Aujourd'hui, cette idée, elle s'est à peu près volatilisée. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'il y a de mieux à souhaiter ? C'est de réussir plus ou moins à garder les mêmes équilibres qu'hier. On a peur de l'avenir. Et aujourd'hui, ça dit aussi l'échec du politique à réenchanter, à inventer la société. Et c'est vrai qu'en ça, il incarne quand même une certaine réussite. Et donc, du coup, peut-être aussi un certain modèle du rêve américain. Alors, il faut le dire, depuis quelques jours, les principaux responsables du Parti républicain le lâchent. Presque tous les jours, il y a un haut responsable qui le lâche. On va revenir sur quelques formules de Donald Trump. C'est aussi, je reviens toujours à cette idée de rhétorique, c'est ce qui nous intéresse, c'est aussi pour comprendre la pensée, pas seulement de Donald Trump, mais de ce courant-là populiste qui agite un petit peu le monde actuellement. Quand le Mexique nous envoie ces gens, il parle évidemment des immigrés mexicains, ils n'envoient pas les meilleurs d'entre eux, ils apportent des drogues, ils apportent le crime, ce sont des violeurs. Autre formule, le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois dans le but de rendre l'industrie américaine non compétitive. Voilà, il y a cette idée, vous le disiez Marie-Jo, du bouc émissaire. Du bouc émissaire, du responsable donc de tous les maux des Américains. Si les Américains travaillent moins, c'est parce que les Chinois sont là. Si l'amalgame, évidemment, ça c'est son fonds de commerce aussi. Donc s'il y a eu un Mexicain violeur, eh bien tous les Mexicains sont des violeurs. Et tout ce qui vient donc de l'extérieur proche, donc effectivement surtout Mexique, et tout ce qui vient de l'extérieur plus lointain, fait peur. Ils surfent vraiment là-dessus, sur cette vague de peur qui existe vraiment en Amérique et qui ne touche pas que l'Amérique profonde. Attention, à l'époque de McCarthy, on avait après fait une espèce de mea culpa parce que ça avait été quand même un désastre. Donc en disant non mais c'était vraiment un problème de paranoïa. Là c'est pas de la paranoïa, c'est autre chose, c'est quelque chose qui est un petit peu plus réel, plus palpable. Les gens ont vraiment peur de leur avenir. Évidemment il séduit beaucoup aussi les blancs parce qu'on a bien annoncé que les blancs américains vont être minoritaires dans peu de temps et voilà, et ça fait peur aux gens. Et voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui fait que son électorat est quand même principalement blanc évidemment et il y a toujours un responsable forcément qui n'est pas blanc. Blanc et de l'intérieur. Un récent sondage a montré que c'était aussi l'intérieur des États-Unis qui allait éventuellement voter pour Donald Trump. En marge du développement des États-Unis, comme d'ailleurs ce sont souvent des Britanniques qui étaient en marge du développement de la Grande-Bretagne qui ont voté contre la sortie pour le Brexit de l'Union européenne. Si une analogie, si on ose l'analogie, est-ce que vous trouvez qu'il y a une personnalité politique française qui s'inscrit dans ce mode de pensée ? On va forcément penser... Le populisme, ça sur les partis extrêmes en général. Voilà. Donc c'est plutôt Marine Le Pen. S'il y a quelqu'un qui est le plus proche de lui, qui trouve effectivement des responsables à tous les maux de la France, voilà, c'est ce qu'il y a de plus proche. Mais sur toute l'Europe, ça va être, les parallèles vont être avec des partis qui sont assez extrêmes. 40 secondes, vous le savez, c'est la règle de cette émission. 40 secondes pour argumenter et pour conclure l'émission. De quoi Trump est-il le nom ? Marie-Jo, c'est avec vous que je commence. Écoutez, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui incarne un personnage... Enfin, c'est un personnage extrêmement ambigu. C'est-à-dire qu'on aime bien le détester, mais les Américains s'y reconnaissent aussi un petit peu. Vous savez, il pose des fois devant la Trump Tower. Donc, ça nous fait penser aussi à la Stark Tower. Et donc, évidemment, à Iron Man. Iron Man qui est un très mauvais garçon au début. Il vend quand même des armes et aux ennemis. Des armes qui tuent aussi les Américains avant sa rédemption. Donc, on a cette espèce de personnage qui nous paraît absolument abject, mais qui en réalité parle aussi aux Américains sur ce thème en tout cas du super-héros. Alors attention, comme Robert Downey Jr. a merveilleusement incarné Iron Man, je tiens à signaler que lui par contre est complètement contre Donald Trump. Et autrement je ne sais pas où j'en suis car je n'ai pas mon petit décompte. C'est pas grave, c'est terminé. Mais c'est vrai, la comparaison est bien jouée. Sébastien, de quoi Trump est-il le nom ? Une partie importante quand même, vous le rappeliez Marie-Jo, des Américains suivent Trump
Trump, alors qu'il a effectivement, il est lâché par un grand nombre de leaders du Parti républicain, que toute la presse, même la plus conservatrice, l'a lâché. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Alors, bien sûr, on a parlé un petit peu de la manière dont nos démocraties aujourd'hui malades, traversées de tout un tas de peurs, permettent à ce type de candidat d'émerger et même de fructifier. Peut-être que Trump va perdre, sans doute même va-t-il perdre. Mais ce que j'espère, c'est que demain, dans ce pays, comme dans n'importe quel autre où il y aurait un leader un peu de ce type qui émerge, on s'interrogera véritablement sur les raisons de ses succès ou demi-succès, en tout cas lors de campagnes électorales. Il y a de vraies raisons, en tout cas, à explorer. Il ne faut pas se contenter de dénigrer. De quoi Trump est-il le nom? Il est le Populisme. nom de tous ces mots-là, MAUX, dont le populisme. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu autour de cette grande figure républicaine Il actuelle. reste pas sans doute dans les Et annales. est-ce que vous savez qu'un épisode des Simpsons, parce qu'on aime beaucoup les Simpsons Bien pendant le sûr. 20h, a mis en scène Donald Oui. Trump en tant que président des États-Unis Ah non, Ah je ne non, savais ça, pas. il y Ah a non. une quinzaine d'années. Vous imaginez Ah, oui. Matt Groening, le grand Simpsons se faire scénariste, exactement. Merci en tout cas à vous Participation. deux. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse Vie Astel évidemment. Et je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h.